Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il nous est interdit de douter des dates officielles de construction des plus grandes œuvres d'ingénierie du XIXe siècle? On nous a habitués à croire au conte de fées selon lequel des hommes barbus en laptis, armés seulement d'une pioche, d'une pelle et d'enthousiasme, ont accompli des merveilles techniques qui, même aujourd'hui, avec nos lasers et notre navigation par satellite, donnent des maux de tête aux ingénieurs. On nous a menti toute notre vie sur le progrès technologique. L'histoire qu'on vous a enseignée à l'école n'est pas une chronique des événements, mais un scénario soigneusement édité, destiné à dissimuler un fait simple et effrayant. Nous vivons sur les ruines d'une civilisation plus avancée, dont nous ne faisons que tenter maladroitement d'exploiter les réalisations en les faisant passer pour les nôtres. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver par un exemple qui transperce littéralement la chronologie officielle. Il sera question des Alpes, plus précisément des gigantesques tunnels ferroviaires qui auraient été creusés au milieu du XIXe siècle. Jetez un œil sur la carte de l'Europe. Les Alpes sont une forteresse naturelle, une gigantesque chaîne de montagnes rocheuses qui sépare les nations. Et soudain, comme sur commande, au milieu du XIXe siècle, alors que le cheval était le principal moyen de transport et que l'éclairage se faisait au gaz ou à la bougie, l'humanité commence à s'enfoncer massivement dans les montagnes de granit. On nous dit que le premier grand tunnel de montagne du monde, le mont Cenis, ou comme on l'appelle aussi, le tunnel du Fréjus, a commencé à être construit en 1857. Réfléchissez à cette date. 1857. Les États-Unis d'Amérique n'avaient pas encore traversé la guerre civile. En Russie, on ne faisait que se préparer à abolir le servage. La médecine en était au stade de la saignée. Et au même moment, les ingénieurs du royaume de Sardaigne et de France décident de percer 13 km de granit et de quartz solide. 13 km. Sans dynamite, sans électricité, sans marteau-piqueur au sens moderne du terme. La version officielle stipule que les travaux ont été menés simultanément des deux côtés. Les Italiens venaient du sud, les Français du nord. Et c'est ici que commence le plus intéressant, ce qui ferait dresser les cheveux sur la tête de toute personne familière avec la géodésie. On nous dit que la jonction des tunnels a eu lieu le 25 décembre 1870. Et l'écartement des axes était, attention, de moins de 60 cm à l'horizontale et de moins de 30 cm à la verticale. Vous comprenez ce que cela signifie? C'est une précision de bijoutier. Même aujourd'hui, en utilisant des niveaux laser, des gyrothéodolites et la navigation par satellite GPS, les ingénieurs commettent des erreurs. Et on nous propose de croire qu'au milieu du XIXe siècle, dans l'obscurité totale, éclairés uniquement par des lampes à huile, des hommes ont traversé 13 km de montagne et se sont rencontrés de manière pratiquement parfaitement alignée. Mais laissons de côté la géodésie et parlons de physique et de biologie. Avec quoi ferait-il? Les historiens affirment que pendant les premières années, le travail manuel et la poudre noire étaient utilisés. Imaginez une galerie étroite s'enfonçant sur des kilomètres à l'intérieur de la montagne. Pas de ventilation, pas de pompe électrique pour l'apport d'air. Vous faites exploser de la poudre noire. Un nuage de monoxyde de carbone et de produits de combustion toxiques se forme. Dans un espace confiné, c'est une mort instantanée. Comment les ouvriers respiraient-ils? Les sources officielles marmonnent quelque chose à propos de compresseurs hydrauliques, fonctionnant grâce aux rivières de montagne à l'entrée du tunnel. Mais la puissance de telles installations à l'époque ne permettait pas de pomper l'air sur 5 à 6 km de profondeur dans un conduit étroit. C'est physiquement impossible, compte tenu des pertes de pression. Les ouvriers auraient dû s'étouffer par centaines chaque jour. Mais dans les rapports, nous ne voyons qu'une sèche statistique d'accidents, qui semble étrangement sous-estimée pour un tel travail infernal. Allons plus loin. Le volume d'excavation. Pour percer un tunnel d'un tel diamètre pour une voie ferrée à double voie, il faut extraire des millions de mètres cubes de roches, de granit,
C'est l'une des roches les plus dures de la Terre. Comment cette roche était-elle évacuée? À cheval? Un cheval dans un tunnel mal ventilé mourrait plus vite qu'un homme. Avec des brouettes? Imaginez la logistique. Des milliers de personnes avec des brouettes faisant des allers-retours sur une distance de 5 km. Cela créerait un tel embouteillage que le chantier serait bloqué dès le premier mois. Mais on nous dit que les cadences de percement n'ont fait qu'augmenter. Soi-disant, l'ingénieur Germain Sommeillet a inventé une machine de forage pneumatique spécialement pour ce projet. Quelle coïncidence étonnante! Dès qu'une tâche impossible se présente, on sort aussitôt de sa manche une machine miracle, dont les plans suscitent plus de questions que de réponses. Ces machines étaient encombrantes, nécessitaient un système de tuyaux d'air comprimé extrêmement complexe qui se rompait constamment. Cependant, le chantier ne s'est pas arrêté un seul jour. C'est là que réside le mensonge principal. Et si ces machines n'avaient pas été inventées pour le forage, mais avaient été créées pour le déblaiement? Et si le tunnel du Mont-Cenis n'avait pas été percé au XIXe siècle, mais déterré? Regardez les portails de ces tunnels. Ce sont des constructions monumentales, réalisées dans un style antique, avec des colonnes, des créneaux et une maçonnerie extrêmement complexe. Pourquoi une telle pompe pour un simple trou dans la montagne, destiné à des locomotives à vapeur qui noirciraient cette beauté en une semaine? Les bâtisseurs du XIXe siècle étaient des pragmatiques. Ils construisaient des usines en briques rouges, fonctionnelles et bon marché. Et ici, nous voyons l'entrée d'un temple. Peut-être était-ce l'entrée de quelque chose d'autre? Dans une artère de transport d'une civilisation qui existait bien avant nous et possédait des technologies permettant de couper le granit comme du beurre? Regardez les vieilles photographies de la construction. Y voyez-vous des milliers d'ouvriers? Y voyez-vous des montagnes, et j'insiste, des montagnes de roches extraites aux entrées? Où sont ces déblais? Où sont passés les millions de tonnes de pierres? Habituellement, de nouvelles montagnes de gravats surgissent à côté de tels chantiers. Mais sur les gravures et les rares photos, nous ne voyons que des plateformes soignées et de petits tas de pierres. Ce n'est pas une construction à partir de zéro. C'est une rénovation majeure. Nous sommes arrivés sur quelque chose de près, avons trouvé des entrées obstruées, avons appliqué des technologies primitives pour dégager les décombres et avons appelé cela la plus grande réalisation de l'ingénierie du XIXe siècle. Mais s'ils ont simplement déterré ce tunnel, qui l'a réellement construit? Et où ont disparu ceux qui pouvaient faire fondre la pierre et tracer des routes à travers le cœur des montagnes? La réponse à cette question est encore plus effrayante que le mensonge lui-même concernant la construction. Parce qu'elle nous mène à la compréhension que l'humanité ne progresse pas, mais régresse, après une sorte de catastrophe mondiale. Approfondissons les détails que les historiens évitent soigneusement, préférant nous nourrir de récits romantiques sur le travail héroïque. Transportons-nous au prochain objet impossible, le tunnel du Saint-Gothard. Cette construction est encore plus grandiose que le Mont-Cenis. 15 km à travers le cœur des Alpes suisses. Dates officielles de construction de 1872 à 1882. 10 ans. Réfléchissez à ces chiffres. Il leur fallait avancer en moyenne de 4,5 mètres par jour. 4,5 mètres de granit, de gneiss et de quartz chaque jour que Dieu fait pendant 10 ans, sans week-end ni jour férié. Et ce, alors que la technologie de l'époque, même selon les descriptions les plus optimistes des encyclopédies, tombait souvent en panne, restait bloquée et nécessitait un entretien constant. Mais la vitesse d'avancement n'est que la partie émergée de l'iceberg du mensonge. Parlons de la température. Tout géologue vous dira qu'en s'enfonçant dans les entrailles de la Terre, la température augmente. Le gradient géothermique dans les Alpes est très élevé. Au milieu du tunnel du Saint-Gothard, sous une épaisseur de massif montagneux de près de 2 km, la température de la roche atteignait 30 à 40 degrés Celsius. Ajoutez à cela la forte humidité des sources souterraines qui inondaient constamment les excavations.
Ajoutez la chaleur dégagée par la décomposition de la poudre noire ou même de la dynamite, qui commençait tout juste à être utilisée. Dans de telles conditions, un homme ne peut physiquement pas travailler plus de 15 minutes. C'est un hammam, un sauna, dans lequel il faut manier une masse ou opérer une foreuse lourde. Les rapports officiels mentionnent que les ouvriers travaillaient à moitié nus. Mais cela ne protège pas du coup de chaleur avec une humidité de 100% et l'absence de circulation d'air normale. La ventilation, prétendument assurée par des machines pneumatiques, ne pouvait physiquement pas refroidir un tube de 15 km. C'est une impasse thermodynamique. Soit il disposait de systèmes de climatisation que nous ignorons, soit le tunnel existait déjà et il était simplement dégagé, sans être confronté à l'échauffement de la roche dû aux explosions et au forage. Concentrons-nous maintenant sur la logistique, qui réduit la version officielle en miettes. Un tunnel n'est pas simplement un trou dans la roche. C'est une structure d'ingénierie complexe, dont les murs et les voûtes sont renforcés par de la maçonnerie ou des briques. Regardez les voûtes du Saint-Gothard. Elles sont composées de millions de briques et de pierres taillées. Des millions. D'où venaient-elles? Où se trouvaient des briqueteries d'une telle productivité dans les régions reculées et montagneuses du XIXe siècle? Pour acheminer une telle quantité de matériaux de construction à l'entrée du tunnel, il fallait des convois de chariots ininterrompus. Mais sur cette même route étroite, un flux de roches extraites devait circuler en sens inverse. Imaginez cette artère de transport. Des milliers de tonnes de granit sortent, des millions de briques entrent. Et tout cela à dos de chevaux et de mulets, sur des routes de montagne en lacets, qui sont ensevelies sous la neige en hiver. C'est un effondrement logistique. Aucune organisation du travail du XIXe siècle n'aurait pu gérer un tel flux de marchandises sans équipement moderne et de larges autoroutes. Pourtant, on nous montre des images idylliques où tout fonctionne comme une horloge. Allons plus loin. Le financement. Qui a payé ce banquet? La construction des tunnels a coûté des sommes astronomiques. On considère officiellement que le projet a été financé par la société anonyme Gotthardbahn, dans laquelle la Suisse, l'Allemagne et l'Italie ont investi. Mais rappelons-nous la situation économique de ces années-là. L'Europe venait de traverser une série de guerres, dont la guerre franco-prussienne de 1870. L'économie était en proie à la fièvre, le krach boursier de 1873 ayant fait chuter les marchés. D'où des États, épuisés par les conflits et les crises, tiraient-ils des centaines de millions de francs en équivalent or pour un projet dont la rentabilité était très incertaine? Les chemins de fer de l'époque étaient souvent déficitaires. Construire un tunnel d'une telle longueur pour le transport de charbon et de passagers, c'est un suicide économique. À moins que l'objectif n'ait été tout autre. Et s'il ne construisait pas, mais restaurait un réseau stratégiquement important, vestige d'une civilisation mondiale passée, et que les coûts étaient minimes par rapport à une nouvelle construction. Prêtez attention à la figure de l'entrepreneur principal, Louis Favre. Cet homme a remporté l'appel d'offres en proposant un prix irréalistement bas et des délais irréalistement courts. Il a mis toute sa fortune en jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il meurt directement dans le tunnel, quelques années avant la fin de la construction. Crise cardiaque. Comme c'est commode. L'homme qui connaissait tous les secrets de l'état réel de l'ouvrage quitte soudainement la vie sans laisser de mémoire. Sa mort est attribuée au surmenage. Mais peut-être a-t-il vu ce qu'il ne devait pas voir. Ou a-t-il été éliminé pour qu'il ne révèle pas que ses ouvriers ne perçaient pas la montagne, mais ouvraient d'anciennes écluses hermétiques. Un autre fait qui interpelle est la soi-disant maladie des tunnels. Des milliers d'ouvriers souffraient d'anémie, de faiblesse et de lésions cutanées. Les médecins de l'époque ont attribué cela à un parasite, l'ankylostome. Soi-disant, le tunnel offrait des conditions idéales pour la reproduction des vers. Mais les symptômes décrits dans les rapports médicaux de ces années-là ressemblent étonnamment à la maladie des radiations ou à un empoisonnement par des réactifs chimiques inconnus. Perte de cheveux,
ulcères, chute catastrophique de l'immunité. Et si au cœur de la montagne, ils étaient tombés sur les vestiges d'anciennes technologies fonctionnant avec des éléments radioactifs ou du mercure? Et s'ils avaient ouvert une nécropole d'une époque passée, et que les parasites n'y étaient absolument pour rien? La médecine officielle a rapidement trouvé un bouc émissaire commode, sous la forme d'un ver, pour clore la question de la mort massive de personnes due à une cause incompréhensible. Et enfin, la question démographique. La construction du Saint-Gothard aurait impliqué jusqu'à 5000 personnes simultanément. On nous dit qu'il s'agissait de pauvres Italiens, mais permettez-moi, la démographie de l'Europe du XIXe siècle est pleine de zones d'ombre. Après les soi-disant guerres napoléoniennes, qui ressemblent davantage à un nettoyage global du territoire, la population manquait cruellement. Les villes étaient à moitié vides, comme on peut le voir sur les photographies du milieu du siècle. D'où est venue cette armée de maçons et de mineurs qualifiés? Travailler dans un tunnel, ce n'est pas labourer un champ. Il faut des connaissances en étayage, en explosifs, en mécanique. On ne peut pas simplement prendre un paysan, lui donner de la dynamite et l'envoyer dans la montagne. Il se ferait exploser et bloquerait le passage dès la première heure. Où ces cadres ont-ils été formés? Où se trouvaient les écoles professionnelles de l'époque pour des milliers de mineurs? Elles n'existent pas dans les annales historiques. Ces gens semblent avoir surgi de nulle part et s'être volatilisés après la fin de la construction. Nous voyons un système qui craque de toutes parts à la moindre pression de fait. L'impossibilité technique de la ventilation et du refroidissement. L'absurdité logistique de l'acheminement des briques. Les bizarreries financières en plein cœur de la crise. Les morts mystérieuses des dirigeants et les maladies étranges des ouvriers. Tout cela indique que nous ne sommes pas face à la construction du siècle, mais à une opération spéciale de déconservation d'un objet. L'objet a été trouvé, ouvert, nettoyé de la saleté des sédiments, puis présenté au public comme une réalisation du XIXe siècle progressiste. Mais si c'est le cas, qui a construit cette gigantesque canalisation à l'origine? Quel train devait emprunter ces voies parfaites, cachées sous des kilomètres de granit? La réponse à cette question nous demande de reconsidérer non seulement l'histoire de la technique, mais aussi l'histoire même de l'espèce humaine. Nous arrivons à l'objet le plus grandiose et en même temps le plus absurde du point de vue de l'histoire officielle, le tunnel du Simplon. Si le Mont-Cenis et le Saint-Gothard tentent encore tant bien que mal de s'inscrire dans le cadre des capacités humaines, le Simplon est une moquerie flagrante du bon sens. On nous dit qu'en 1898, la construction d'un tunnel de près de 20 km de long a commencé. 20 km sous la chaîne alpine, où la hauteur du massif montagneux au-dessus de la tête atteint 2000 mètres. Mais le plus étonnant n'est même pas la longueur. Le plus étonnant est la décision de construire 2 tunnels parallèles. La version officielle affirme que le second tunnel, de plus petit diamètre, a été construit pour la ventilation et comme galerie de reconnaissance. Réfléchissez à cette absurdité. Vous avez du mal à percer un seul trou dans le granit, perdant des hommes et du matériel, et au lieu de concentrer toutes vos forces sur celui-ci, vous en percez un second en parallèle? Cela double les coûts, double le temps, double les risques. Aucun capitaliste, comptant chaque sou, n'aurait accepté une telle folie, à moins que ces 2 tunnels n'aient toujours été là. Imaginez la situation. Vous déterrez un complexe ancien. Vous trouvez 2 tubes parallèles. L'un est mieux conservé, l'autre est plus obstrué. Vous dégagez les 2, car il est plus facile de rétablir la circulation de l'air de cette manière que de forer des puits verticaux à travers 2 km de roches, ce qui est techniquement impossible. C'est précisément la présence de 2 tunnels parallèles préexistants qui explique pourquoi les ingénieurs ont opté pour une configuration aussi étrange. Ils ne construisaient pas, ils adaptaient ce qu'ils avaient trouvé. Pendant les travaux du Simplon, les ouvriers ont rencontré de puissantes sources d'eau chaude. La température de l'eau atteignait 55 degrés Celsius.
Le flux jaillissait avec une force de 500 litres par seconde. C'était de l'eau bouillante sous pression. Dans un espace confiné, c'est un sauna instantané où les protéines du corps humain commencent à coaguler. Comment ont-ils arrêté ce flux? L'histoire officielle dit qu'ils ont utilisé un système de pompe et de barrage. En 1901, à 10 km de l'entrée. Quelle pompe? L'électricité n'en était qu'à ses débuts. La tension était instable, l'isolation primitive. Dans des conditions d'humidité à 100% et de haute température, tout équipement électrique de l'époque aurait dû court-circuiter en 5 minutes. Des pompes à vapeur? Transporter une chaudière à vapeur au fond du tunnel, où il n'y a déjà pas d'air et où la température est de près de 50 degrés? C'est un suicide. C'est physiquement impossible. Cependant, l'eau a été arrêtée et la construction a continué. La seule explication raisonnable est qu'un ancien système de drainage automatique s'est activé ou a été réparé par les ingénieurs. Ils ne luttaient pas contre la nature. Ils interagissaient avec un mécanisme dont ils ne comprenaient le principe de fonctionnement que partiellement. Maintenant, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. La qualité de la finition. Les murs de ces tunnels sont revêtus de pierre avec une précision géométrique telle qu'il est impossible d'insérer une lame de rasoir entre les blocs. Ce n'est pas une maçonnerie grossière pour renforcer la voûte. C'est une maçonnerie polygonale, que l'on voit dans les anciennes structures mégalithiques du Pérou ou de Baalbek. Pourquoi une telle esthétique et une telle complexité dans un tunnel ferroviaire sombre? Pourquoi dépenser des millions d'heures de travail pour un ajustement parfait de blocs de granit là où personne ne le verra, sauf le machiniste qui passe à toute vitesse dans les nuages de fumée? La réponse est simple. Ce n'est pas une décoration, c'est une technologie. La maçonnerie remplit une fonction de guide d'onde ou d'isolant. Nous utilisons ces tunnels pour les trains, mais leur vocation première pouvait être liée au transport d'énergie ou de matière par d'autres moyens. Nous sommes comme des sauvages qui ont trouvé un microscope et s'en servent pour casser des noix, admirant à quel point il tient bien en main. Les gens du 19e siècle déblayaient des villes ensevelies sous la boue et la terre jusqu'au 2e étage. Ils déterraient des chemins de fer qui reliaient déjà les continents. Ils ouvraient des tunnels dans les Alpes qui faisaient partie d'un réseau de transport planétaire unifié. Nous appelons cela la révolution industrielle. Mais il serait plus juste de l'appeler la grande excavation. Regardez les rythmes de construction des chemins de fer à cette époque. Des milliers de kilomètres de voies par an, des dizaines de milliers de ponts, des centaines de tunnels. Et tout cela, à la main, sans engins lourds? C'est impossible du point de vue de la logistique et des ressources. La seule option pour que les chiffres concordent, c'est si les voies étaient déjà là. Il suffisait de les nettoyer des sédiments, de remplacer les traverses en bois pourri et d'y faire circuler des locomotives à vapeur primitives, créées d'après des plans retrouvés. Nous vénérons les technologies du 19e siècle, les considérant comme une percée, alors qu'en réalité, ce n'était qu'un premier pas timide dans l'appropriation de l'héritage des géants. Les tunnels alpins sont les veines et les artères d'un organisme gigantesque que nous tentons de réanimer. Mais le plus effrayant est que nous ne savons pas qui a tué cet organisme. Nous utilisons l'infrastructure d'une civilisation qui a été détruite par quelque chose de si puissant qu'il a remodelé le paysage de l'Europe, enseveli des villes et scellé des passages montagneux. Et apparemment, ceux qui dirigent le monde aujourd'hui connaissent parfaitement la vérité. Ils savent que les tunnels n'ont pas été construits. Ils savent que nous ne sommes que des locataires dans une maison étrangère. Et c'est pourquoi la science officielle défend avec tant de fureur le mythe de la pioche et de la pelle. Parce que, si l'on admet que nous n'avons pas construit ces tunnels, il faudra répondre à la question « Qu'est-ce qui, autour de nous, ne nous appartient pas non plus ?» Une question qui bouleverse toute notre perception de la réalité. Si ces tunnels n'ont pas été construits au XIXe siècle, mais seulement déterrés, alors que s'est-il passé dans le monde auparavant?
Pourquoi le plus grand réseau de transport de la planète s'est-il retrouvé enseveli sous des millions de tonnes de terre, de boue et de pierre? Nous abordons un sujet que la science officielle appelle la couche culturelle, mais toute personne sensée comprend que c'est un mensonge. La couche culturelle croît à une vitesse de quelques millimètres par an. Et nous voyons des villes entières ensevelies sous 5, 10, voire 20 mètres. Nous voyons les rez-de-chaussée des bâtiments transformés en sous-sol, avec des fenêtres et des portes fonctionnelles menant à nulle part, à un mur de terre compacte. Et les Alpes sont ici le témoin clé de l'accusation contre les falsificateurs de l'histoire. Regardez les entrées des tunnels du Mont-Cenis et du Simplon une fois de plus. Sur les vieilles gravures et les premiers daguerréotypes, on voit que la région environnante ressemble à celle d'après un bombardement ou une coulée de boue monstrueuse. Chaos, amoncellement de rochers, absence de végétation. Ce n'est pas un paysage de montagne naturelle. C'est un paysage après une catastrophe. Les tunnels étaient bouchés, bloqués par un bouchon d'argile, formé à la suite de l'événement même qui a effacé la civilisation précédente de la surface de la Terre. Un événement que les chercheurs alternatifs appellent le flux d'argile, ou le grand déluge du XIXe siècle. C'est pourquoi les ingénieurs construisaient avec tant de confiance des deux côtés à la fois et se rencontraient avec une précision au millimètre près. Ils n'avançaient pas à l'aveugle à travers la roche. Ils suivaient un couloir déjà existant, en le nettoyant des sédiments. La jonction des tunnels n'était pas la rencontre de deux équipes de foreurs, mais le moment où la dernière cloison de boue, séparant le tube déjà prêt, était enlevée. Cela explique tout, et la chaleur infernale, et l'étrange maladie des ouvriers, et les rythmes incroyables. Ils déblayaient simplement les débris. Mais la prise de conscience de ce fait nous mène à un choc émotionnel. Nous vivons sur des ruines. Toute notre civilisation des 19e et 20e siècles est une civilisation de pillards. Nous sommes arrivés sur un champ de ruines, avons revêtu les vêtements des autres, occupé les maisons en pierre intactes que nous ne savons pas construire, et nous sommes appropriés les mérites de ceux qui vivaient ici avant nous. Les chemins de fer ne sont pas une invention de Stevenson. C'est le système circulatoire d'un monde passé que nous avons été autorisés à restaurer partiellement. Faites attention à l'écartement des voies. 1435 mm. C'est ce qu'on appelle la voie européenne ou la voie de Stevenson. On nous dit que c'est la largeur de l'essieu d'une charrette romaine. Sérieusement? Vous construisez un transport de haute technologie du futur, des locomotives à vapeur, des wagons, et vous liez la norme de toute l'industrie au derrière d'un cheval romain. C'est absurde. Ce chiffre est la norme d'un ancien réseau énergétique unifié, que nous n'avons tout simplement pas pu modifier, car les voies étaient déjà là. Nous avons dû adapter nos locomotives à vapeur primitives aux rails des dieux. Ressentez cette dissonance. Une locomotive à vapeur primitive, soufflante, fumante en fait, un samovar sur roue, avec un rendement inférieur à 5%, circule dans un tunnel parfaitement lisse, ingénieusement impeccable, revêtu de granit avec une maçonnerie polygonale. Cela ressemble à des sauvages qui atteleraient un cheval à un Boeing et le traîneraient sur la piste de décollage, fiers d'avoir inventé l'aviation. Nous sommes ces sauvages. Nous utilisons une infrastructure dont nous ne comprenons même pas la véritable fonction. Peut-être ces tunnels n'étaient-ils pas destinés au transport à roues? Peut-être étaient-ce des guides d'ondes, des parties d'un système d'électricité atmosphérique ou des conduits sous vide pour un déplacement instantané. Et nous, ayant trouvé ce tube, avons décidé d'y faire passer nos charrettes à charbon. Et ici, nous arrivons à la tromperie la plus cynique. On nous parle de progrès, de la façon dont nous sommes passés de la chandelle à l'ampoule électrique. Mais les faits crient le contraire. Nous avons régressé.
Les technologies de traitement de la pierre que nous voyons dans les tunnels du Simplon et du Saint-Gothard sont aujourd'hui perdues. Nous ne pouvons pas construire ainsi en granit sans l'utilisation de fraises diamantées à commande numérique. Et on nous dit que des paysans analphabètes l'ont fait avec un ciseau. C'est un crachat au visage de notre bon sens. On nous force à croire que nos ancêtres étaient des titans en force et en endurance, mais des idiots en organisation, prêts à mourir par milliers pour un trou dans la montagne. En réalité, c'est tout le contraire. Ceux qui ont créé cela possédaient des connaissances que nous ne pouvons même pas rêver d'acquérir. Et nous ne sommes que du personnel de service, autorisé à accéder aux panneaux de commande après un redémarrage global. Imaginez l'ampleur de la tragédie. Il y avait une civilisation, unie, globale, sans frontières ni douanes. Elle a percé les montagnes, relié les continents, utilisé l'énergie libre. Et en un instant, tout s'est effondré. Des villes ont été englouties par une vague de boue. Les montagnes se sont effondrées, scellant les autoroutes. Les survivants sont redevenus sauvages, ont perdu leur technologie, oublié leur langue. Et quelques centaines d'années plus tard, quand la poussière est retombée, de nouveaux maîtres du monde sont apparus. Ils ont commencé à déterrer les ruines, à restaurer ce qui pouvait l'être et à réécrire l'histoire à leur manière. Ils ont appelé les technologies trouvées leurs propres inventions. Ils ont inventé des ingénieurs héros pour expliquer l'inexplicable. Ils ont créé le mythe du progrès pour cacher le fait de la catastrophe. Nous sommes des enfants jouant avec une grenade trouvée dans le coffre de grand-père. Et la mèche est déjà allumée. Toute l'histoire officielle n'est qu'un paravent derrière lequel se cache le fait de notre défaite. Nous ne nous développons pas. Nous essayons de survivre sur des débris. Et ceux qui connaissent la vérité font tout pour que nous ne levions jamais la tête et ne regardions pas les voûtes de ces tunnels avec un regard conscient. Parce que si nous comprenons que la pierre peut être fondue comme du plastique et que les montagnes peuvent être coupées comme du beurre, nous cesserons d'être des esclaves obéissant d'un système qui consomme du pétrole et du gaz. Nous exigerons que notre héritage nous soit rendu, et c'est précisément cela qu'ils craignent le plus.